votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Selectour. Hello, je suis Bruno Maltor et aujourd'hui on va parler de Namibie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Namibie. Ce magnifique pays du sud-ouest de l'Afrique est une destination sûre et encore très préservée du tourisme de masse. Et c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde avec, accrochez-vous bien, 3 habitants par kilomètre carré. C'est une destination qui est idéale pour les amoureux de la nature parce qu'on aura à la fois des paysages incroyables, dunes de sable rouge, déserts de sel, montagnes de granit, une faune sauvage inégalable avec des rhinocéros noirs, des éléphants, lions, guépards, girafes, mais aussi improbable des otaries, des baleines, et enfin une culture traditionnelle encore très préservée avec des ethnies comme les Himba. Bruno Maltor est créateur de contenu et influenceur voyage depuis 10 ans, ce qui lui a permis de faire le tour du monde. Et c'est une référence dans le domaine de l'influence voyage en France aujourd'hui. Et récemment, il a découvert la Namibie au travers d'un itinéraire hors des sentiers battus organisé par Selectour. Et aujourd'hui, il est venu nous raconter son voyage, qu'il décrit d'ailleurs comme un des plus beaux de sa vie. Hello Bruno, alors donc du coup tu viens de rentrer d'un voyage en Namibie que tu as co-créé avec Selectour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu nous parler de ce pays, la Namibie, et de ton ressenti sur cette destination ? Ouais, effectivement, je viens juste de rentrer d'un beau séjour de 2 semaines dans un pays assez extraordinaire, le deuxième pays le moins dense au monde, avec 3 habitants au kilomètre carré, c'est vraiment peu. Ah oui. Et justement, ça va rejoindre un peu le terme que je trouve qui représente bien ce voyage, c'est l'aventure avec un grand A. Dans le sens où vraiment plus d'une fois lors de ce périple, je me suis dit mais waouh, il y a personne autour de moi, je suis dans un endroit extraordinaire et j'ai cette chance de me retrouver solo du ghetto, comme j'aime le dire, dans un panorama qui a coupé le souffle. Plus le fait que par exemple 80% des routes sur le pays ne sont pas bitumées, etc. Tout ça, ça fait que tu vis une vraie expérience et une vraie aventure. Donc ouais, la Namibie pour moi c'était une grande aventure. Bah top. Et alors on a organisé ensemble un itinéraire qui t'a fait sillonner à travers le pays pendant 13 jours où tu as pu voir beaucoup de choses et des panoramas assez différents. Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans ton voyage et nous raconter ? Exact. Alors, faut se rendre compte que la Namibie, c'est quand même un grand pays. On se rend pas forcément compte sur la carte de notre belle planète. Mais par exemple, à titre de comparaison avec la France métropolitaine fait environ 550 000 km². La Namibie a plus de 800 000. Donc, il faut faire des choix quand tu pars pendant 2 semaines en Namibie. Évidemment, tu peux pas tout voir, tout faire. C'est sûr. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de trucs qui sont extraordinaires. Donc, t'arrives probablement dans la capitale qui s'appelle Windhoek. Donc c'est une ville de 300 000 habitants environ qui honnêtement pour moi a pas été un coup de cœur, mais je pense que de façon générale les villes en Namibie sont pas forcément mes coups de cœur. C'est vrai que c'est plus la nature. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Ouais, soyons honnêtes, effectivement, voilà, c'est plus la nature et je sais pas, la faune, la flore qui vont te faire vraiment profiter au maximum de ce voyage. Donc c'est vrai que Windhoek, on peut y rester une petite journée, pourquoi pas, mais assez vite il faut partir à l'aventure. Et ça tombe bien parce que pas très loin de Windhoek, il y a quelque chose qui est vraiment une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie. Et j'ai quand même pas mal voyagé. C'est tout ce qui va être aux alentours de Sossusvlei. Ouais. Il y a notamment Dedvlei. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est des immenses dunes déjà, parmi les plus hautes dunes du monde, de sable qui est soit blanc, soit rouge pétant. Donc il y a vraiment des gros contrastes qui se forment au fil des paysages. Et surtout il y a aussi notamment un endroit où il y a beaucoup d'argile au sol, donc c'est hyper blanc, avec des arbres acacias vieux de 600 ou 700 ans qui sont cramés en fait, donc qui sont noirs, vraiment leur coloris est full noir, et tout ça est entouré de dunes très rouges pétantes. Donc en fait c'est un endroit qui est difficile à croire tant qu'on ne l'a pas vu, tellement qu'il est majestueux et magnifique. Et ça a été un gros point de départ pour se prendre une bonne claque. Et je dirais que ça a été d'ailleurs l'endroit le plus, entre gros guillemets, touristique de mon séjour. Mais honnêtement, il y avait quand même pas grand monde. Donc comme je le disais, la Namibie c'est très grand. Donc faut quand même faire des choix. Tu peux très vite te retrouver à faire des centaines de kilomètres, mais ça prend vite 4-5 heures par jour. Ceci étant dit, je vais quand même parler de justement le logement où j'ai dormi à côté de Sossusvlei. Il y a un logement qui s'appelle Namib Dunstar Camp,
qui est juste extraordinaire parce qu'en fait tu peux sortir ton lit de ta petite case, on va dire, de ta petite maison, pour te mettre sur la terrasse et dormir en fait à la belle étoile avec justement la Voie lactée, etc. Parce que en Namibie, pour rappel, il y a 3 habitants au kilomètre carré. Donc en termes de pollution, notamment pollution lumineuse, c'est bon. C'est ça, il y a de la marge, on est tranquille. Donc tu peux vraiment faire une journée où tu vas te retrouver au milieu de désert avec des dunes magnifiques et ensuite enchaîner avec la Voie lactée pour dormir, et ça c'est magnifique. Et j'ai même pas parlé d'ailleurs des animaux que tu vas croiser sur la route, rien que sur cette partie-là du périple, et notamment l'oryx. C'est l'animal national de Namibie. Pareil, il est super beau et il se balade un petit peu partout dans ce coin-là de la Namibie. Donc c'est toujours magnifique aussi à voir. Après, on est allé en direction, alors je vais sans doute très mal dire le nom de la ville, c'est Swakopmund. Excusez-moi pour les Swakopmundois. Et c'est une ville qui a été globalement fondée par les Allemands, parce qu'il y a une histoire assez intéressante aussi de la Namibie, même si c'est un pays qui est très récent, qui a à peine une trentaine d'années. Ça a été colonisé par les Allemands, etc. Donc voilà, il y a quand même un héritage à ce sujet-là. Ouais. Une histoire assez riche et notamment tragique, mais du coup voilà, c'est une ville quand même qui peut être une bonne étape parce qu'il y a pas mal de choses à voir par là-bas, notamment les colonies de phoques. Il y en a pas très loin au Cap Cross. Voilà, ça paraît improbable en plus de voir des phoques en Namibie, quoi. C'est ça qui est dingue avec ce pays. Et puis il y en a 100 000, ils sont pas 4. Ah oui. Donc plus préparez de phoques que d'habitants. D'ailleurs, il faut préparer son nez parce que ça sent très fort les phoques. Et quand il y en a 100 000, ça sent très 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 fort. Mais c'est une expérience assez cool à faire. Voilà, donc tu peux aussi faire du kayak, etc. C'est assez sympa ce coin-là de la Namibie. Ça permet un petit peu de changer du côté désert que tu auras aussi la plupart du temps après. Oui, t'es un peu au bord de la mer et tu changes de paysage, quoi. Exactement, ça permet de montrer que c'est pas que du désert. Même si d'ailleurs la Namibie a le plus vieux désert du monde. Le désert de Namib, c'est le plus vieux désert du monde. Et donc après, on a pris la route pour enchaîner sur un autre paysage qui va dire est assez lunaire, qui est aux alentours de Spitskoppen. Donc là aussi c'est pareil, c'est des roches hyper rouges. Il y a un logement où on a dormi qui était magnifique, qui était le Spitskoppen Lodge. Et vraiment t'es au milieu de nulle part, encore une fois, dans un endroit hyper exclusif, hyper magnifique. Et les paysages aux alentours, c'est tellement difficile à décrire, tellement que c'est magnifique. C'est un mélange de faune, c'est un mélange de savane à perte de vue, de rochers hyper rouges, ocre, qui sortent de nulle part et qui font des centaines de mètres de largeur et de hauteur. On se croirait un peu sur Mars, et c'est un peu ça aussi la Namibie, c'est que il y a énormément d'endroits où tu te croirais pas forcément sur la planète Terre. Ça varie d'une heure à l'autre, parce que là je l'ai pas forcément précisé, mais à chaque fois entre ces différents points t'as 3-4 heures de route, mais en 3-4 heures de route tu t'arrêtes 3-4 heures aussi, parce qu'en fait il y a des beaux paysages qui varient d'une heure à l'autre et qui sont juste sublimes et qui rendent le voyage encore plus marquant, quoi, je dirais. Donc du coup c'est vrai que Spitskoppen c'était une belle claque. Et après on a un peu continué pareil toujours vers le nord. Ouais. Et il y a notamment une expérience qu'on a vécue qui était hyper cool, qui était vers Etendenka. Donc en fait par là-bas on peut aussi dormir à la Belle Étoile. Donc tu fais une randonnée et ça t'emmène dans des endroits qui sont juste magnifiques, un peu exclusifs, mais pas dans le sens forcément très haut de gamme pour ces logements-là. Ouais. Mais c'est plus exclusif dans le sens où il y a pareil 5 petites cabanes au milieu de nulle part, et en fait on peut ouvrir le toit de la cabane pour dormir à la Belle Étoile. Et du coup ça fait que t'es vraiment seul au monde dans un endroit à couper le souffle. Il y avait une sorte de canyon face à moi par exemple un soir à coucher de soleil, à couper le souffle, et j'étais tout seul dans ma cabane avec une vue pareille, et ça a pas de prix en fait. Alors c'est pas forcément encore une fois un truc où t'auras un bain et un jacuzzi haut de gamme et tout. C'est plus le côté exclusif dans le sens privé, voilà. C'est pas des gros complexes touristiques, et c'est ça qui fait la magie, mais ça reste simple dans la commodité, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est d'ailleurs un peu aussi, je trouve, la force du truc, c'est que ça te ramène un peu vers l'essentiel. C'est un endroit extraordinaire, hein, bien évidemment, mais du coup tu te dis que t'as pas forcément besoin d'avoir un jacuzzi, etc. pour kiffer. Peut-être que c'est plus le lieu qui fait la magie justement du spot où tu vas dormir, la localisation. Puis t'es peut-être plus en harmonie avec la nature aussi, le fait de pas avoir trop d'artifices. Exactement, ouais, exactement. Tu vis vraiment l'essence du lieu où t'es, quoi.
exactement. Donc on était vraiment perdus et pour ça c'était un beau coup de cœur aussi ce logement. Surtout qu'il y a une belle randonnée un peu sympa à faire où il y a encore une fois une évolution des couleurs qui se fait assez marquante. On a pu voir un rhinocéros par exemple sur le chemin, on a pu voir des girafes en se baladant. Donc ça c'était assez magique et ça peut être une parfaite transition sur justement un des points les plus importants du séjour, un des plus magiques aussi, c'est le parc national de Etosha. Ah oui, alors ça. Donc, pareil, on va dire que c'est immense, hein, c'est plus grand c'est quasiment aussi grand que l'Auvergne, la région de l'Auvergne. Ah oui. C'est un parc où il y a des centaines de différentes espèces de faune et d'ailleurs même de flore. Que ce soit vraiment, il y a de tout et par exemple il y a j'ai pu voir honnêtement des centaines d'éléphants en totale liberté, des centaines de girafes, j'ai pu voir plein de différents animaux plus beaux les uns que les autres. Et pour le coup, Etosha, ça vaut le coup d'y passer, je pense, pour au moins 2-3 jours. Okay. Parce que c'est immense. Et rien que voilà, pour aller d'une partie à l'autre du parc, il faut déjà prendre le temps. Parce que bien évidemment, t'es là, tu te balades et donc tu peux tomber sur les animaux à tout moment. C'est dans leur environnement naturel. Donc Ouais. Et en plus, ce qui est assez cool avec Etosha, c'est que t'as deux options. Soit tu le fais de toi-même. Donc tu restes dans ta voiture et tu explores par tes propres moyens, bien évidemment en restant sur les sentiers balisés. Évidemment. Soit tu pars avec un guide. Donc je trouve que ça peut être un peu l'aventure de tenter les deux. Nous, on l'a fait une fois avec guide et une fois tout seul. Et les deux étaient intéressants parce que le guide, il a un talkie-walkie, donc il échange avec ses collègues guides. Pour savoir où sont les animaux. Exactement, ouais, tout en vraiment, encore une fois, comme t'es en Namibie, t'as vraiment 4 voitures autour de toi, grand max, quand t'as 150 000 éléphants, quoi, j'exagère à peine. Donc voilà, faut se dire que ça reste très très loin de ce côté tourisme de masse, etc. C'est assez exclusif dans un sens. Mais on a aussi aimé découvrir de nous-mêmes. Le lendemain, en étant tout seul, c'était évidemment plus la galère, mais on a eu un coucher de soleil avec des dizaines d'éléphants qui sont arrivés autour de notre voiture. On était seuls, littéralement seuls. Et voilà, ça a été un peu plus magique encore dans le sens où on l'a trouvé de nous-mêmes, quoi. Donc c'était voilà. Donc tu dois te sentir tout petit, entouré de toute cette nature, de ces animaux et d'être là tout seul. Ça doit être incroyable comme sensation. Surtout quand effectivement t'es à côté d'éléphants, hein. Tu te sens rapidement tout petit parce que par définition les éléphants sont assez majestueux, assez grands et tout. Et bien évidemment c'était un des plus beaux souvenirs que j'ai pu vivre lors de ce périple. Donc le parc national d'Etosha, un minimum de 2 jours me semble nécessaire pour vraiment en profiter au maximum. J'aurais aimé rester encore plus longtemps dans un sens. Mais bon, on enchaînait avec un autre parc un peu plus petit mais quand même toujours aussi grand qui s'appelle Okonjima. Et là-bas, tu as notamment une fondation qui s'appelle Africat, qui a pour but de sauver des guépards. Et du coup, c'est vrai que c'est un endroit qui est aussi assez extraordinaire. Et j'ai eu la chance de voir des léopards en totale liberté aussi là-bas. Donc ça veut dire que globalement, pendant ce séjour, j'ai pris des claques visuelles. J'ai rencontré des petits éléphants, des grands éléphants, des girafes, des léopards, des guépards, des rhinocéros. Bref, c'est un bon mix de tout ce que je pouvais espérer voir. Dans ma vie, je l'ai vécu en 14 jours et c'était vraiment magnifique. Ah là là, c'est vraiment, ça vend du rêve quand tu le racontes. Ça va alors. Est-ce qu'il y a un moment ou un instant que tu as vécu pendant ce voyage et qui restera gravé dans ta tête à vie, qui a vraiment marqué ton esprit? Honnêtement, il y a plusieurs parties de ce voyage qui resteront gravées dans ma tête. C'est notamment l'arrivée à Sossusvlet pendant le lever de soleil, avec le soleil qui commence à taper sur les dunes et le contraste qui se forme entre l'ombre du côté justement non ensoleillé des dunes et le soleil qui y tape. Évidemment, les arbres, les acacias, etc. Cet endroit-là, il est vraiment unique au monde. Et après, c'est plus vers Etosha que quand j'ai rencontré quand les éléphants m'ont rencontré, j'imagine, plutôt dans ce sens-là, quand ils sont venus à 1 mètre de la voiture, que j'étais tout seul dans ma caisse avec des dizaines d'éléphants autour de moi, des éléphantos, etc. Une vraie tribu d'éléphants qui se baladaient et que j'ai rencontré. Je pense que ça, c'est dur à battre d'un point de vue souvenir et je pense que je m'en souviendrai encore dans 50 ans, effectivement. Tu m'étonnes. Et tu parlais notamment du soleil. C'est vrai qu'on pourrait se demander en termes de climat, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à la chaleur, aux tenues à porter et j'imagine aux moustiques peut-être? Ouais. Alors faut savoir que, en tout cas à l'époque de l'année où j'y suis allé, donc en avril, qui était un moment parfait pour s'y rendre parce qu'il faisait pas trop chaud, parce que c'était la fin de la saison des pluies, donc il y avait une bonne visibilité sur les animaux, etc. Mais il faut faire attention à ce point. Et ça, je pense que les conseillers de chez Selectour, les spécialistes, ils pourront
conseiller chaque personne qui ira en agence, faire attention à la période quand même. C'est pas tout le temps qu'on peut aller en Namibie. Si on veut bien profiter. Nous, on était à un moment où il y avait franchement 0 moustique. J'ai pas mis une seule fois du séjour de l'anti-moustique. Le seul ennemi numéro 1, je dirais que ce serait peut-être le soleil, dans le sens où il fait beau et chaud tout le temps. Mais il faut faire attention à ça parce que ça fait vite, ta peau peut vite prendre. Brûler, ouais. Ouais, effectivement, peut vraiment vite prendre cher. Donc il faut pas hésiter à prendre de la crème solaire 50 et à s'en appliquer un peu tout le temps, tout du long du séjour. Ça peut paraître bête, mais vraiment le soleil il tape. Ceci étant dit, c'est vrai qu'honnêtement on a eu environ 0 minutes de pluie pendant tout le séjour et 0 minutes de vraiment temps contrarié. On a eu énormément de soleil et entre 30 et 35 tout le temps. Donc selon ce qu'on va vouloir faire en Namibie, faut quand même s'équiper. Par exemple, prendre peut-être des t-shirts un peu techniques si vous voulez faire un peu de randonnée. Mais globalement, oui, il faut pas hésiter à se dire qu'il va faire entre 30 et 35 en journée et entre 15 et 20 le soir. Donc il faut s'équiper en fonction, tout ce qui va être short, t-shirt si possible avec des matières assez légères comme lin, etc. Voilà. Ceci étant dit, j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de vraiment acheter des vêtements spécifiques pour la Namibie afin de me sentir à l'aise. Mais il faut dire qu'il fait entre 30 et 35. Ça marche. Bon, merci pour les conseils. Et alors, la Namibie, c'est vrai que c'est le 2e pays le moins peuplé au monde, mais j'imagine que pendant ton voyage, tu as quand même croisé des locaux. Qu'est-ce que tu as pensé de la population locale? Est-ce qu'elle a été accueillante? Quelles sont les interactions que tu as pu avoir avec eux? Effectivement, j'ai rencontré plein de gens et ce qui est cool, c'est qu'ils parlent tous honnêtement bien anglais. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais il y a tellement de dialectes, etc. en Namibie que tu pourrais dire que c'est pas forcément tout le monde qui parle anglais. Donc voilà, la Namibie, tu peux facilement échanger avec les locaux et ils sont toujours hyper serviables, hyper souriants, hyper disponibles pour aider et même hyper curieux. C'est vrai que la France, ils connaissent pas forcément spécifiquement le pays. Ils le situent très rapidement sur une carte. Ils situent plus l'Europe, par exemple, que la France. Mais voilà, ils sont hyper curieux et ils sont toujours hyper enjoués pour t'aider, etc. C'est vrai que des fois, nous, on n'avait pas forcément de connexion Internet et on savait pas forcément où situer exactement notre logement, par exemple. Il y a toujours quelqu'un au bord de la route qui te disait, OK, tu prends première à droite, 5e à gauche, etc. Et tu t'en sortais. Donc je dirais que c'est surtout des gens plutôt qui cool, sont... Ouais, exactement. Donc c'était des gens hyper souriants, hyper agréables et hyper accueillants. J'en garde un très bon souvenir. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des interactions avec la population locale, ne serait-ce que déjà la barrière de la langue. Donc c'est hyper cool de savoir que tu peux aussi interagir avec eux, ça ajoute clairement un plus au voyage, quoi. Exactement. Et alors, tu parlais notamment de connexion Internet. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à partager si, par exemple, on prépare un voyage en Namibie? Je pense à des sujets qui paraissent banals comme la connexion Internet, les cartes SIM, ou alors le paiement par rapport à la monnaie. Est-ce qu'on peut payer en carte? Qu'est-ce qu'il faut retirer? Est-ce qu'il faut négocier les prix quand on va acheter quelque chose? Tout ce genre un peu de sujets auxquels on pense pas forcément, mais qui sont essentiels. Ouais, effectivement. Alors, quand tu arrives quand même à l'aéroport de Windhoek, je conseille de retirer du cash. On va dire une centaine d'euros minimum convertis en cash. Ceci étant dit, moi, c'est vrai que j'ai pu payer très souvent avec ma carte. Je pensais que ça allait être un peu la galère, etc. Mais en fait, en réalité, il y a plein de moments où j'ai pu payer avec ma carte. Donc, tout ce qui va être essence, etc. En parlant d'essence, on est dans un pays, encore une fois, où il y a très peu d'habitants. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de villes. Donc, je conseille vraiment aussi, dès que tu le peux, même si ton réservoir il est aux 2/3 plein, etc. Dès que tu vois une station essence, de faire le plein à chaque fois. Ça évitera des grosses galères parce que des fois, t'as plus de ville pendant 300-400 bornes et t'es bien content d'avoir pris de l'essence, justement, le moment où c'était possible de le faire. Donc il y a ces quelques points. Niveau connexion Internet, faut partir du principe que vous allez vraiment galérer. Il y a vraiment très peu d'Internet, ça fait partie de l'aventure, on va dire, en Namibie aussi. Ça permet un peu de se déconnecter. Moi, j'avais pris aussi une carte SIM en arrivant à Windhoek. C'est une carte classique où tu auras beaucoup de data, etc. Donc j'avais de la 3G, il n'y a pas de 4G, il n'y a évidemment pas de 5G non plus. Et on va dire que la 3G, tu l'as pas non plus souvent. Et même souvent, la connexion Internet, quand tu auras du Wi-Fi dans les lodges où tu vas dormir, etc., la connexion est rarement bonne, on va dire, à part évidemment à Windhoek et à l'entour proche. C'est vrai que c'est souvent un petit peu la galère. Ok. Et par rapport à l'argent, est-ce que par exemple il faut négocier quand on achète quelque chose ou ça fait pas partie de la culture? Est-ce que il faut penser à donner du pourboire?
Ouais, alors moi je n'ai jamais négocié, notamment parce que bon les tarifs étaient annoncés, qu'ils étaient très très honnêtes à chaque fois, donc j'ai pas cherché à négocier quoi que ce soit. Ceci étant dit, ouais, il y a un pourboire à donner. De ce que j'ai compris, il faut donner environ 10% de la note totale pour que ça soit ok. Après, bien évidemment, si le service est extraordinaire, tu peux donner plus. Faut quand même partir du principe qu'en Namibie, je pense que le salaire moyen, il y a 200 € par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais effectivement, c'est quand même apprécié de typer les serveurs. Ok. Et tu trouves facilement de l'eau à manger, ce genre de choses, ou faut vraiment anticiper, s'organiser, prévoir? Alors moi, faut savoir que je suis végétarien depuis 6-7 ans. Et là, pour le coup, ça a été un peu compliqué en Namibie à ce sujet-là. Parce que c'est un pays où on mange énormément de viande. Donc Oryx, etc. Les plus curieux pourront tester ce genre de repas. C'est vrai que donc en tant que végétarien, pour moi, ça a été un peu un des points négatifs de la destination. Mais on s'y attend, c'est toujours la même chose. J'ai beaucoup voyagé dans des pays en voie de développement. Et c'est souvent comme ça. Le côté veggie est pas forcément très développé. Ouais. Et c'est ok, on fait avec, y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que sur le chemin, on a toujours des petites villes tous les 300-400 km. Faut pas hésiter encore une fois aussi à s'arrêter pour acheter un sandwich ou pour acheter des petits trucs rapides. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a pas des villes de partout. Vraiment, il y a des fois où tu roules 4 heures et où tu auras rien, juste de la piste. Encore une fois, ça fait partie de la magie de la Namibie, mais il faut bien le comprendre. Et voilà, faut essayer de prévoir si possible. Aussi, ouais, tout ce qui est eau, faut essayer d'avoir quand même toujours un peu d'avance. Nous, on avait par exemple, je pense, 2-3 bouteilles de 2 litres, tu vois, qui étaient dans la voiture, toujours au cas où, parce que comme on le disait, il fait 30-35 degrés, donc il vaut mieux prévoir plutôt que de se retrouver en galère. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Eh ben écoute, merci infiniment pour tous ces conseils très utiles. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter pour convaincre les gens qui ne sont pas encore convaincus de partir en Namibie ? En tout cas, si je dois dire quelque chose pour convaincre les gens de potentiellement partir en Namibie, c'est que c'est un pays qui est encore vraiment très authentique, où c'est encore une fois l'aventure, comme je le disais au tout début. Je sais pas si ce sera encore le cas dans 30, 40, 50 ans, peut-être que ça sera beaucoup plus développé, etc. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est le moment ou jamais pour prendre ses billets et partir découvrir cette magnifique destination. Parce que moi j'ai vécu un voyage extraordinaire, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais ça fait partie des plus beaux périples de ma vie. Et je pense que c'est pas dû au hasard. Et c'est sans doute parce qu'il y avait pas beaucoup de monde et que c'était extraordinaire, notamment grâce à ça. Donc partez en Namibie et je vous promets que vous le regretterez pas. Écoute, tu as deux doigts de réserver un billet là. Parfait alors. Du coup, tu as réalisé ce voyage avec une agence Selectour. Quelle a été la valeur ajoutée pour toi ? Est-ce que le voyage aurait été le même si tu l'avais réservé tout seul sur Internet ? Alors il y a plein de raisons qui ont fait que effectivement c'était hyper cool de pas bosser avec Selectour sur ce projet. Déjà tu as la facilité en fait de l'organisation. C'est vrai que la Namibie c'est un pays qui peut être un peu complexe à appréhender, il n'y a pas toutes les infos sur internet, il y a des logements un peu exclusifs et qui sont pas forcément faciles à trouver. Comme je le disais un peu plus tôt dans le podcast, moi j'ai dormi dans des endroits extraordinaires où il y avait que 5 petites cabanes au milieu de la nature et honnêtement je suis pas sûr que j'aurais trouvé le bon contact, il y a pas forcément de site internet pour réserver sur ce genre de logement et tout. Donc je pense que la facilité d'organisation c'était top. Il y avait aussi, j'avais la chance d'avoir un contact direct sur place qui s'appelle Voca, qui était top, qui parlait français, etc., qui m'a accueilli à l'aéroport, qui m'a accompagné sur les démarches pour prendre la carte SIM, etc. Donc ça c'était hyper appréciable et encore une fois ça facilite ton voyage. En plus de ça, c'est vrai que j'ai fait un voyage sur mesure en fonction de mes envies, de mes besoins. Par exemple, rester un peu plus longtemps à Etosha, etc., etc. Ça, c'était en échangeant avec l'agence qu'on a pu faire un truc qui était hyper adapté. C'est pas forcément juste un package, tu prends ou tu te barres qu'on te propose, quoi. Donc ça, c'est top. Et il y a le côté aussi du prix qui est pas forcément plus élevé que si on avait tout géré par soi-même en y passant pas mal de temps. Donc tout ça, ça fait qu'au final, c'était hyper cool de passer avec Selectour. Et je regrette pas du tout parce que ça permet effectivement de gagner du temps, de gagner en facilité d'organisation, d'avoir des petites pépites et d'avoir un contact notamment direct sur place. Je trouve que tout ça, ça fait que c'est hyper cool au final comme prestation. Et il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'il y a plus de 1000 agences Selectour partout en France, DOM, etc. Et en fait, c'est hyper cool d'aller voir les gens en vrai pour imaginer un peu le voyage
autour d'un café, etc. Ça permet un peu de se projeter. Et les gens en plus sont hyper pros, hyper sympas, hyper serviables. Enfin, ils sont là pour t'aider à créer le voyage de ta vie. Et ça aussi, je trouvais que c'était hyper cool comme étape du voyage. Bah écoute, merci beaucoup Bruno de nous avoir fait rêver en nous racontant ce voyage, de nous avoir donné autant de conseils, d'anecdotes. Je pense que tous les auditeurs ont envie de se rendre en agence pour réserver ton voyage et le vivre à leur tour. Donc merci beaucoup de ta participation et puis à bientôt pour suivre tes aventures sur tes réseaux sociaux. Yes, à très vite autour du monde. Ciao. Merci, ciao. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir en Namibie et la température extérieure est de 30 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.